meurtre rituel, Mes amis, faites-moi confiance, écoutez ce podcast, vous allez voir, ce livre vous apprendra des choses insoupçonnées, tout comme notre dernière partie. Brièvement, Arnold Lees fut un incontournable opposant politique en Grande-Bretagne, opposé qu'il fut justement à la guerre avec l'Allemagne et par conséquent emprisonné sans ménagement ni procès. Allons vite à l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Débarrassés du superflu que nous sommes, petit retour en arrière, et allons voir vers l'histoire en citant, entre autres, l'encyclopédie juive de 1904. L'auteur nous rappelle, à travers cette encyclopédie, que le sacrifice sanglant était une pratique courante chez les Sémites. Par la suite, il prend pour témoin le Talmud et son aspect ésotérique, où le mystère est confié aux initiés. Il prend aussi pour témoin Bernard Lazare et son livre très célèbre, L'antisémitisme, datant de 1934. C'est un livre à lire, obligatoirement. Il reconnaît d'ailleurs dans son livre, L'antisémitisme, on connaît la position que le sang occupe dans les opérations de sorcellerie. Même chose du côté du docteur Bischoff qui dit « Dans le Zohar, il y a un commandement concernant le meurtre d'étrangers qui sont comme des bêtes. » Voilà. Bref, parlons peu, parlons bien. À partir du moment où le Talmud traite le goy comme une bête, rien n'empêche de faire couler son sang sans vergogne. C'est tout à fait logique. Le Talmud déclare qu'il existe deux sortes de sang qui plaisent au Seigneur, à savoir l'holocauste pascal et celui de la circoncision. Et ce seraient donc les Chassidim, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, les plus orthodoxes, qui seraient les plus fanatiques de la cause, selon l'auteur Rees. Ces rituels, c'est logique puisque c'est proche de la religion, donc ces rituels seraient anti-chrétiens avant tout. Cette chrétienté ingrate, comme disait Disraeli. Et ces rituels seraient, toujours logique, pratiqués lors des fêtes juives, c'est-à-dire à Pessah, la Pâque juive, à Hanouka ou encore à Purim. Purim, c'est une fête où les juifs se déguisent. Alors rapidement, très rapidement, Purim, qu'est-ce que c'est? Cela découle d'une opposition entre les juifs et Aman. Aman qui était le ministre de Xerxès, le roi de Perse. Alors Aman va perdre cette opposition et il verra ses 10 fils pendus. 10 fils. D-I-X. Pendus. Par vengeance, par les juifs évidemment. Et d'ailleurs, pour fêter cela, lors de Purim, pour fêter cela, les juifs d'aujourd'hui mangent encore des oreilles d'Aman, c'est-à-dire que à une fête de Purim aujourd'hui, lorsqu'il y a des repas pour les juifs, il y a des oreilles d'Aman, que on les appelle ainsi, et ils les mangent aujourd'hui, d'accord, en souvenir des 10 fils pendus de Aman. D'ailleurs, l'auteur dit que ce sont des gâteaux, mais il me semble que ce sont plutôt des entrées salées. Mais bon, bref, c'est pas grave. Le sang séché d'un meurtre commis à Purim servait pour le Pessah suivant. Vous voulez des exemples? Exemples de meurtres à Purim? Alors, le meurtre de Rhodes, le meurtre de Damas, le meurtre de Paderborn ou le meurtre de Gladbeck. Quels sont les motifs? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, l'auteur nous dit que c'est avant tout par sionisme. Les Juifs pensent qu'ils ne parviendraient pas à Sion si le sang des chrétiens ne coulait pas chaque année. Les rituels ont donc existé au Moyen-Âge, mais c'est surtout au XIXe siècle que leur nombre explose, certainement dû à l'influence grandissante des Juifs, grâce à leur prise de pouvoir dans les affaires, des mondes des mondes de l'argent, en quelque sorte. Chose étonnante, en 1912, le 6 mai, dans The Times, une tribune a même été publiée, une tribune qui a été écrite par des personnages anglais très influents, de la haute sphère anglaise très intellectuelle, des archevêques, des comtes, des juges. Tous ces gens-là ont écrit une tribune qui dénonçait les rituels juifs. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui a été nié et qui. Alors pourquoi ces sacrifices se seraient-ils arrêtés? Aucune raison objective, nous dit Arnold Lees. L'abattage des bovins sans étourdissement, il s'est bien perpétré à travers le temps, non? Dorénavant, attardons-nous sur les cas, sur le concret, en commençant par l'Angleterre. Par ordre chronologique, nous allons parler de tous ces meurtres rituels, sans entrer trop dans le scabreux, parce que parfois la lecture, elle prend aux tripes. De nombreux cas de meurtres rituels d'enfants ont été perpétrés, reportés, répertoriés. Le premier connu par l'auteur se déroule en 1144 à Norwich, où un jeune garçon de 12 ans fut crucifié. Le judéen Théodore de Cambridge avoua que cette ignominie rituelle
permettrait d'obtenir la liberté du peuple juif et donc la Terre Sainte. En fait, le lieu de cette coutume est désigné par tirage au sort par une sorte d'élite de rabbins, en fait, chaque année. Et ça tourne d'une ville européenne à une autre ville. L'année d'avant, c'était à Narbonne. Et là, cette année-là, c'est tombé sur Norwich. Il exista même une illustration de ce meurtre que vous voyez à l'écran, dans l'église de Norfolk. Je ne sais pas si elle est toujours présente, mais elle fut présente. De nombreuses autres crucifixions, le plus souvent, suivront. En 1235, toujours à Norwich, un autre exemple, les Juifs volèrent puis cachèrent, sans jeu de mots, un enfant qu'ils tentèrent de crucifier. Les agresseurs sont arrêtés et condamnés à 20 000 marks de l'époque. Puis en 1255, l'affaire de Lincoln, avec le petit garçon Hugh, retrouvé mort dans un puits sur la terre d'un juif nommé Corpinus. Alors ce juif-là, on le fit parler, ce Corpinus, en lui garantissant la vie sauve. Et il parla. Et grâce à sa parole, grâce à son témoignage, 91 juifs furent embastillés et 18 furent pendus. Ils ont été reconnus coupables de ce meurtre et ils y ont participé. D'ailleurs, même Corpinus a été pendu. Oui, le roi Henri III demeurait très énervé face à ce meurtre. Très énervé. Selon Corpinus, lui, il disait que ce meurtre rituel, à la Pâque juive, avait fait venir presque tous les juifs d'Angleterre, même les députés. C'est donc le meurtre le plus marquant, vraiment. D'autres vont agrandir la liste. À Londres en 1257, en 1276 aussi, à Northampton en 1279. À cet endroit-là, un enfant a été crucifié. 50 juifs ont été pendus. À Oxford en 1290. C'en est trop, vraiment c'en est trop. Le roi Édouard signa un décret signifiant l'expulsion des juifs d'Angleterre. Et oui, vous avez bien entendu. Voilà pourquoi le livre est important. Nous sommes au cœur de la thèse de Lise, et c'est pas ce que j'avais lu auparavant chez Bernard Lazare. Les Juifs sont expulsés en raison des meurtres rituels commis. Non pas en raison de, et ça moi-même je le pensais, non pas en raison de conspiration contre le roi, de malversation financière, de taux à intérêt. Non. L'auteur nous apprend que en Angleterre et en Espagne, d'accord, ils ont été expulsés en raison des meurtres rituels qui choquèrent les populations respectives. Et c'est pas du tout ce que l'on lit, vraiment, généralement. C'est pas du tout. Ou même si l'on suit la défense des Juifs qui affirment être expulsés, on pense par exemple au livre de Jacques Attali, il pense être expulsé parce que les royaumes chrétiens étaient en faillite, qu'on remettait la faute sur les Juifs. Ça c'est une idée générale. Là vraiment, Lise, est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas, je suis pas sûr à 100%. Mais lui, c'est sa théorie, il pense ça, certainement. Continuons. Dans le reste de l'Europe et durant cette période du Moyen-Âge, l'horreur s'invite. Toujours le même rituel ou presque. À Pessard, crucifixion, saignée. Que ce soit à Blois, là on est en France, que ce soit à Blois en 1171, à Pontoise en 1179, à Troyes en 1288 ou à Braine en 1192. Braine d'ailleurs où Philippe Auguste lui-même fit brûler les criminels. D'accord? Puisqu'un enfant chrétien vendu aux Juifs par la comtesse de Dreux. En Suisse aussi, alors là, exemple intéressant, à Berne, où le petit Rudolf fut assassiné par un juif riche nommé Matler. Beaucoup de juifs furent mis à mort à cet endroit-là. Le garçon d'ailleurs fut canonisé et une fontaine a été érigée en son hommage. Elle fut même installée au milieu du quartier juif, la fontaine du dévoreur d'enfants. C'était pour leur montrer, les pointer du doigt et leur montrer qu'ils avaient commis ça. Aucune ambiguïté, le dévoreur en question, il porte le Judenboot. Le Judenboot, c'est le chapeau dévolu aux Juifs à l'époque. Donc il n'y a pas de, c'est bel et bien pour eux que fut érigée cette fontaine, qui existe toujours, hein, qui est visible à Berne. Hein. D'accord, nous la mettons à l'écran. Nous avons le cas connu du petit Andreas Oxner en Autriche en 1462 aussi. L'Allemagne est touchée, l'Espagne, la Hongrie, nombreux cas sont détaillés vraiment dans le livre. Et l'Italie aussi l'est avec cette affaire Saint-Simon à Trente en 1475. Le petit Simon fut circoncis et crucifié. 7 juifs ont été arrêtés. Ils avouèrent séparément dans les mêmes détails. Donc on les a interrogés dans des endroits différents et ils donnèrent les mêmes détails.
Le cas est réellement important ici, car la littérature qui lui fut consacrée est abondante, tordant le cou d'ailleurs à l'idée de l'antisémitisme supposé des juges. Grégoire XIII reconnut Simon comme martyr, dont le sanctuaire se situe dans l'église de Saint-Pierre de Trente. C'est ce qui inspira d'ailleurs le tableau de Giovanni Gasparo. Autre cas important, celui de Tolède en 1490. Poursuivons, allons plus loin. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les principaux cas évoqués par l'auteur touchent la Pologne. Mais aussi le meurtre rituel dans la ville de Metz en 1670 commis par un certain Raphaël Lévy, qui a été condamné. On trouve plus de détails dans le livre de Drummond, apparemment. Au XIXe siècle, même si les rituels de Saint-Pétersbourg et de Vélich en Russie, aussi celui de Rhodes en Grèce, à Pourim, tout cela sont assez connus, le cas le plus parlant reste celui de Damas. Une affaire de 1840 qui remua toute l'Europe, mais qui a été complètement passée aux oubliettes de Fernand Nathan. Les faits, le père Thomas, moine catholique, fut assassiné lors de Pourim en 1840. Des Juifs furent arrêtés et on leur promit la grâce s'ils parlaient. Ainsi, pour pouvoir avouer, ils se convertirent à l'islam. Moussa Abou el-Afieh, Aslan Farki, Suleiman et Mourad el-Fatoul, tout fut donc avoué. L'affaire de Damas, c'est sans aucun doute le cas le plus intéressant, puisque désormais au XIXe siècle, les Juifs tiennent les manettes du monde, ils actionnent les leviers financiers et médiatiques selon leurs intérêts. Cet argent juif ruisselant va venir abreuver toute la propagande du peuple élu pour venir cacher ces meurtres rituels. Et diverses techniques vont être mises en œuvre, en quelque sorte. La première, par exemple, va être d'abreuver, encore une fois, les journaux. On va attaquer le goy, on va le traiter de menteur, d'affabulateur concernant les meurtres rituels, etc. La deuxième, ça va être de créer des sortes de colloques entre gens influents pour faire passer la bonne parole. En Angleterre, aux États-Unis, en France, dans les grands pays dominants de l'époque. La troisième, ça va être de corrompre les hommes politiques, comme ils le firent avec le Khedive d'Égypte, qui, dans cette affaire de Damas, tenez-vous bien, libérera les Juifs. Et oui, ceux qui avaient avoué. Sans inverser le verdict. Et oui, sans inverser le verdict. Juste pour leur sécurité, évidemment. Même corruption du côté du sultan de Turquie, dont la pâte a été graissée par la maison Rothschild. On a effacé quelques dettes, par exemple. C'est pratique, hein, la dette qui a été annulée au moment de la Révolution française. Le sultan affirmant solennellement, par la suite, avoir étudié la religion juive qui n'utilise aucun sang humain, il le garantit, donc les juifs sont forcément innocents, c'était n'importe quoi, ils ont avoué n'importe quoi. Même chose encore du côté du consul français, sauf que là ça n'a pas marché. Le comte Rati-Menton, qui était un honnête homme, déclare avoir été approché pour effacer les preuves du crime rituel de Damas. Les Juifs lui offrirent 1/2 million de piastres, ils sont passés par l'intermédiaire des Autrichiens. Le comte fut soutenu par Thiers, malgré son image que l'on cherchait à ternir, parce que on va utiliser les journaux pour dire du mal du comte Rati-Menton. Okay. Cependant, cette corruption fonctionna avec l'Autriche, nous l'avons vu, et Metternich. Autre technique, les rapports du procès. Eh bien, on fait en sorte de les faire disparaître. Et ceux-ci vont disparaître. Les rapports du procès vont s'évaporer. Le livre d'Achille Laurent, qui en parlait, fut désintégré par l'histoire. On a aussi le livre de Gouguenot des Mousseaux, qui en reprend certains passages. Il reprend certains passages du procès. Le livre s'appelle « Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens ». Alors lui, pareil, il est aussi rare à trouver que la bonne foi de Meir Habib. Alors vous allez me dire, et le dossier officiel de l'affaire alors? Et qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, tenez-vous bien, il a disparu en 1870 sous le ministère français. Quel était le ministre à l'époque? C'est étonnant. Attendez, je cherche dans mes feuilles. Adolphe Isaac Crémieux. Oui, Adolphe Isaac Crémieux, c'était le ministre qui était en charge du dossier au moment de sa disparition. Et d'ailleurs, tiens, ce même Crémieux était un des soudoyeurs du Khedive d'Égypte.
Continuons. Richard Burton, l'explorateur, en parle lui dans un de ses livres, Les Juifs, les Gitans et l'Islam. Et il est pas trop, on peut pas le trouver en français. On peut voir qu'en anglais. D'ailleurs, dans ce livre, il pourfend aussi le Talmud, mais c'est à peu près tout. C'est les seuls endroits où on peut trouver des mots de ce procès. Donc, vraiment, le seul endroit où on pourrait retrouver, c'est dans le livre de Gougenot des Mousseaux. La tombe du père Thomas existe toujours à Damas, normalement, avec cette inscription qui disait « Ici reposent les restes du père Thomas de Sardaigne, missionnaire capucin, assassiné par les Juifs le 5 février 1840. » Voilà. Pratiquement la même technique, les mêmes vices employés par Israël, dans le sens communauté, lors du meurtre de la petite Esther, en Hongrie, en 1882. Ils ont réalisé la même corruption. Il y a même eu un déplacement de cadavres, des faux rapports ont été rédigés, etc. Les Juifs arrêtés qui avaient été confondus furent acquittés. Et comme par hasard, la dette hongroise s'effaça grâce aux Rothschild. Miracle. Et ça existe aussi chez les Juifs apparemment, les miracles. La différence au XIXe siècle, c'est que les Juifs accusés sont tous acquittés ou libérés par rapport au Moyen-Âge. Comme à Xanten en Prusse ou à Polna en Bohême. Continuons au XXe siècle. On arrive vers la fin du livre. Au XXe siècle, le cas le plus édifiant étant celui de Kiev en 1911. Un garçon a été torturé dans une usine de briques juives où seuls les Juifs avaient accès. D'ailleurs, dans cette usine, il y avait même une petite synagogue secrète attenante à l'usine. C'était vraiment un endroit réservé à la communauté. L'enfant fut perforé de partout avec un outil, à la nuque, dans le cou, les tempes, le poumon, le foie, les reins, le cœur. Le sang se déversait. Le principal accusé, le propriétaire de l'usine, c'était le juif Bellis, B-E-I-L-L-I-S-S. Il doit subir un procès, monsieur. Cependant, les deux enfants qui étaient témoins, qui l'avaient vu, témoins visuels, qui s'appelaient Genia et Valentine Tcheberiak, ils vont mourir quelques jours avant le début du procès, après avoir mangé des bonbons. Ouais. Des bonbons offerts par qui? Attendez, je vais chercher dans mes... Alors, des bonbons qui ont été offerts par un ex-policier du nom de Krasovski. Krasovski. Étonnant, hein? Parmi les autres témoins, le père Pranaitis, je pense que vous le connaissez peut-être parce que c'est celui qui a fait une traduction du Talmud. C'est un des seuls exemplaires du Talmud qu'on peut trouver sur Internet. Vous allez taper son nom et vous aurez le Talmud. C'est un livre assez connu par les gens qui aiment lire. Un professeur d'université nommé Sikorski. Alors, ces gens apportent les preuves du crime rituel. Mais avec la révolution bolchevique très judéenne, on va dire, la Tchéka, allez faire un tour à notre vidéo 18A, on explique ce qu'est la Tchéka, quel genre de police c'était, tuera ces deux personnes, le professeur d'université Sikorski et le père Pranaitis. Évidemment, toute l'aristocratie anglaise, dont Balfour publia une tribune pour dénoncer ces accusations. Balfour, c'est celui de la déclaration Balfour, l'anglais, qui permettait un foyer juif en Palestine. Bref, Bellis mourra aux États-Unis en 1934 et reçut tous les honneurs que l'on donne aux héros juifs. Terminons par le XXe siècle, les meurtres rituels sont surtout commis en Allemagne. En Allemagne pré-hitlérienne, hein, d'accord, vous avez bien compris, une Allemagne tenue par la communauté de lumière à cette époque. Vous connaissez, si vous avez vu nos vidéos 18A, 18B, donc il est question de pornographie, etc., dans cette Allemagne pré-hitlérienne. Le meurtre, par exemple, de la servante Martha Kaspar à Paderborn est, à ce titre, effroyable et franchement difficilement descriptible. Enfin, parmi les autres preuves, notons cette histoire d'un certain J qui s'appelait Stambouli, qui était venu chercher un colis aux douanes françaises. Alors seulement, il devait l'ouvrir, c'était la loi, il devait l'ouvrir devant le préposé, en quelque sorte. Et il ne voulut pas le faire, et il désira soudoyer l'agent jusqu'à 10 000 piastres. À chaque fois, il montait dans les enchères. Mais finalement, on ouvrit le colis, on le força à le faire. Et ce colis contenait plusieurs bouteilles de sang. Ah oui, me dire, ok, ça veut rien dire, c'est peut-être du sang animal, d'ailleurs c'est ce que le J dit. Mais c'est parce que le pire arrive. Ce même Stambouli, quelques années plus tard, sera un de ceux qui seront condamnés pour avoir tué le père Thomas,
lors de l'affaire de Damas. Ouais, on est vraiment dans le sordide. On a aussi l'histoire de ce Bernstein en 1890 qui a été condamné pour avoir déshabillé un enfant. Il l'avait attiré chez lui et il a recueilli son sang. On a aussi l'histoire du meurtre du fils de Charles Lindbergh. Alors Charles Lindbergh, c'est l'homme qui s'est opposé à la Fed. C'est un homme très important. La Fed qui est très communautaire. Eh bien son fils, on lui a volé un rapt, une rançon, des intermédiaires juifs. La lumière n'a jamais été faite, malheureusement. Même en Argentine, il y a une histoire sordide qui eut lieu avec le petit Eugenio Iraola, tué à des fins rituelles en 1937. Bref, l'auteur termine même cette litanie du crime en évoquant Jack l'éventreur sur lequel il laisse planer des soupçons. Maintenant, quelle est la défense des Juifs? L'auteur se grime en accusateur tout le long. Ok. Parlons maintenant à la défense. Quelle réponse Légy apporte-t-il à cette accumulation de cas? Eh bien, mis à part les harassantes accusations d'antisémitisme ou de superstition goy, pas grand-chose. Leurs seules défenses ne sont pas au niveau des idées, elles sont dans les preuves qu'ils produisent, les fausses preuves ou les fausses pièces à conviction qu'ils produisent. Alors ils vont plutôt utiliser de la violence ou des meurtres envers les témoins, comme Gougenot de Mousseau. En fait, ils cherchent pas à convaincre, ils agissent avant d'essayer de convaincre, ils agissent en faisant des choses. Donc les meurtres, la violence envers les témoins, on a dit, ou bien la disparition des livres, ou la production de cadavres, ou la menace par la dette, ou le détournement de témoignages, comme avec la mère du petit dans l'usine. Ils l'ont soudoyé. Aussi, ils vont produire des livres qui vont tourner au ridicule ou à la dérision les accusations de meurtre rituel. Et ces livres, évidemment, puisqu'avec la puissance financière juive, ces livres vont être promus, médiatisés. Par exemple, le livre de Stark et de Cecil Roth. Chez les Juifs convertis, en revanche, les témoignages pleuvent, acquiescent de cette pratique odieuse. On a Jean Davila, Torquemada, Samuel Brents, Paul Kirchner, Paulus Meyer pour les plus connus, mais aussi les franquistes, les adeptes de Jacob Frank, plutôt vus avec bienveillance par l'auteur, ce qui était assez étonnant, on a souvent parlé d'eux, car ils s'opposèrent aux talmudistes lors des débats publics portant sur la question des rituels. Des débats qu'ils gagnèrent haut la main, les franquistes d'ailleurs. Quant à l'Église maintenant, par la canonisation, par le statut de martyr donné à certaines victimes, elle prouve l'existence de ces assassinats rituels. Souvenez-vous de l'épitaphe pour le père Thomas. D'autres ont même mené des enquêtes comme Clément XIV ou Sixtus IV. Bref, tous les papes, une grande majorité, croient en cette existence. Les saints martyrs béatifiés, on en a plusieurs. On a Saint William Norwich 1144, Saint Richard à Pontoise 1179. Tous ces saints sont ceux qui ont été béatifiés en raison des meurtres rituels. On a aussi Saint Hugues à Lincoln 1255, Saint Werner à Oberwesel 1286, Saint Rudolph à Berne en 1287. Clairement, s'il y a accusation perverse contre les Juifs, alors il faudra pointer du doigt aussi l'Église catholique et ses dignitaires de haut rang, parce qu'ils y croient et ils le disent. Donc il faudra l'attaquer pour mensonge, elle et ses archives. Concernant les protestants, maintenant, et terminons là-dessus, mis à part le livre de William Prynne, jamais ils ne dénoncèrent ces crimes, toujours rangés qu'ils furent, qu'ils sont et qu'ils seront derrière les Juifs et la franc-maçonnerie. Allons, maintenant, au-delà du livre, tâchons de lui apporter un petit plus, et la première question qui vient chatouiller nos lèvres asséchées à la suite de cette lecture, c'est « Qu'en est-il aujourd'hui ?» C'est un article du Times of Israel qui a besoin de nourrir l'ogre de l'antisémitisme, comme vous le savez. Cet article qui nous apprend le 8 avril dernier que le professeur Tadeusz Guz de l'Université catholique de Lublin, en Pologne, avait affirmé publiquement l'existence des meurtres rituels juifs dans l'histoire. Alors est-ce que c'est de l'antisémitisme primaire? Eh bien non. Car le comité d'éthique a été saisi et il ne prend aucune mesure. Pourquoi? Parce qu'il considère que le travail a été mené avec l'aplomb historique nécessaire. Ils disent d'ailleurs
Parce que nous, Polonais, avons dans nos archives, dans les docs qui ont survécu, des preuves étalées sur des siècles où les Juifs vivaient ensemble avec notre nation polonaise. Ça vient d'ailleurs de l'unique université catholique sous le régime communiste, cette université, la seule université non marxiste, un hasard. Alors évidemment, ils vont subir les attaques de l'antisémitisme. Mais quand le juif Gopstein déclare que les chrétiens sont des vampires et des suceurs de sang, alors qu'il n'y a aucun lien historique, ni travail historique qui est fait derrière, et qu'il faut d'ailleurs dégager les mêmes chrétiens d'Israël, là il n'y a aucun problème, ils ont le droit de le dire. C'est le même genre de type d'ailleurs qui prône l'idée de mettre le feu aux églises. Gopstein, faites vos recherches sur cet homme. Là il n'y a pas d'anticatholicisme, bien évidemment. Continuons les précisions quant au livre de Lise, et quant à la raison de ces meurtres prouvés qui jalonnent l'histoire. Nous avons retrouvé un livre moldave. Donc dans ce livre moldave sorti en 1833, Le sang chrétien dans les rituels juifs de la synagogue moderne, révélation d'un néophyte ex-rabbin. Nous l'avons parcouru rapidement et nous apprenons que les rabbins pensent que Jésus pourrait être le Messie attendu. C'est ainsi qu'il se sauve de la damnation éternelle par le sang des chrétiens. C'est une théorie différente. Tout cela est caché à la presque totalité des Juifs dans le cercle fermé de quelques rabbins fanatiques. Drummond d'ailleurs disait « L'existence du peuple d'Israël n'est qu'une lutte constante contre l'instinct de la race, l'instinct sémitique qui attire les Hébreux vers Moloch, le dieu mangeur d'enfants, vers les monstrueuses idoles phéniciennes. » Nous parvenons qu'à notre conclusion générale, acmé de notre réflexion, pourquoi donc, à travers l'histoire, c'est la question qu'on va se poser, pourquoi les Judéens sont-ils les champions absolus du crime, de la ruse et de l'absence de scrupules et de moralité? Bref, on va pas tout dire, fausse monnaie, prêt à intérêt, traite des blanches, traite des noirs, tromperie en tout genre, pornographie, etc. D'ailleurs, concernant la modernité, pensez au livre Les milliards d'Israël de Hervé Ryssen. Donc pourquoi les Judéens sont-ils les champions absolus du crime? Alors à travers mes lectures, à travers mes réflexions, je vois trois théories qui expliquent cela. Et trois théories qui sortent la tête de l'eau. D'autres théories existent peut-être et vous les ajouterez en commentaire si vous les connaissez. Nous allons prendre des termes et des noms très modernes pour les désigner, ces trois théories, et pour que cela vous semble familier. La première théorie, nous allons l'appeler la théorie Guyeno, de Laurent Guyeno. On va la résumer ainsi. Qu'est-ce donc pour un dieu celui qui exige de ses adeptes des victimes sacrificielles? Un dieu est toujours lié au caractère du peuple qui lui voue un culte et vice-versa. Donc c'est une théorie qui stipule qu'il n'y a aucun pont entre le christianisme et le judaïsme. C'est une critique du mosaïsme en quelque sorte. Voilà. Et donc les Juifs seraient issus de l'Ancien Testament qui serait violent et qui aurait été rompu par la venue de Jésus. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette théorie, mais il est hors de question de clasher ici parce que Laurent Guyeno fait un travail considérable, vraiment beaucoup d'admiration pour cet homme. La deuxième théorie, on va l'appeler la théorie de l'abbé Riou. Évidemment, c'est pas sa théorie, hein, bien sûr, vous l'avez compris, mais c'est pour vous situer le débat, d'accord? Évidemment, nous sommes de ce bord, nous pensons comme l'abbé Riou. Sans dénigrer ou moquer encore une fois le travail de Guyeno. Regardez notre vidéo numéro 6 qui prouve que nous sommes du côté de de l'abbé Riou, pardon. Dans celle-ci, nous avions développé l'idée que les Juifs avaient fait bifurquer l'histoire en quelque sorte en s'alliant avec les Chaldéens. Ils s'étaient alliés avec les Chaldéens sous l'égide d'un défaut, d'une tare, l'orgueil. Et le Talmud vient parachever ce pharisianisme en quelque sorte et vient figer une doctrine née de l'anticatholicisme et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc les Juifs d'aujourd'hui seraient des talmudistes en quelque sorte, seulement et uniquement. Et la troisième théorie, alors là c'est celle du livre. Et là on a pris un coup derrière la tête parce que je l'avais jamais vue comme ça. Elle est intéressante. Elle m'a pas fait changer d'avis, mais elle est intéressante. C'est celle donc de Lise, et elle est raciale. Les Juifs sont de souche arménoïde ou
Hitler asiatique. Alors Hitler, ça s'écrit comme Hitler, mais vous enlevez le L, vous mettez un H. Les arménoïdes seraient du genre à fuir la franchise, selon l'auteur. Ils sont bons en affaires, ils sont mesquins, ils sont peu courageux et foncièrement cruels. Ça vous rappelle des gens, je sais pas. Ils ont un esprit de vengeance très ancré, et même perpétuel. Ça vient caractériser vraiment l'arménoïde. L'Afghan serait tout aussi cruel, dit Lise. Lui, c'est un arménoïde musulman, l'Afghan. Tout comme l'arménien, qui lui est un arménoïde chrétien. Alors chez tous ces arménoïdes, nous trouvons les caractéristiques de mutilation envers les prisonniers. Par exemple, il y a les Abyssiniens qui, en Algérie, pratiquaient vraiment des mutilations horribles envers les prisonniers français, d'après l'auteur. Tout comme les juifs bolcheviques qui pratiquaient vraiment des mutilations horribles en Russie ou en Hongrie lors du XXe siècle. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait au Tsar, dans notre vidéo 18. Allez regarder. Pour parachever le tout, pensons au livre de Domergue. Et là, il apporte la même preuve, Lise. Il dit la même chose que Domergue. L'auteur va dans le même sens. Et il nous parle de la mutilation de la circoncision du 8e jour. Ou le moël c'est l'opérateur, celui qui pratique cela. Il prend du vin de sa bouche, il aspire le prépuce qu'il recrache dans un récipient. Voilà, une sorte de mutilation qui est commune à tous les arménoïdes. Allez, je vous laisse sur ce progressisme, on va appeler ça, que jamais ne sort de France la gloire qui s'y est arrêtée.